vous avez promis une vidéo tout à l'heure. Ben écoutez, elle est là, la vidéo. Donc j'avais posé une première, à une première reprise, j'avais posé une vidéo qui s'intitulait, il me semble, Nouvelles de la Syrie, Afrin, quelque chose comme ça. Et je vous avais promis une suite et je tiens à la faire la suite et je ferai d'autres suites si les événements le permettent, puisqu'il nous faut des faits. Voilà pourquoi j'ai attendu quand même, il me semble, une quinzaine de jours avant de faire la suite. Enfin, peut-être pas 15 jours, mais bien 10 jours. Il me faut des faits. Et je n'ai pas envie de faire du commentaire. Ces derniers temps, vous avez pu remarquer que j'ai fait moins de vidéos, parce que je bosse, je fais d'autres trucs à côté, hein, comme d'habitude, mais aussi parce que euh, je n'avais pas envie de réagir. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, hein. Non, mais je suis obligé de le préciser, parce que je dis ça avec le temps de la critique. Je n'ai pas envie de réagir sur des faits. Je n'ai pas envie de réagir et commenter des faits. Je veux essayer de m'élever, c'est moi, voilà, je veux essayer de donner quelque chose d'un peu mieux. Alors c'est vrai que je ne me foule pas trop pour le montage, parce que je préfère la forme au fond. Non, le fond à la forme plutôt. Mais je ne vais pas commenter tout ce qui se passe dans l'actualité. Les deux pauvres flics qui se sont fait massacrer au Nouvel An, tout le monde l'a commenté, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir tout un tas de personnes issues de la diversité intervenir. Et puis, autour de ce fait divers très choquant. Parce que là, on a essayé quasiment de tuer notamment une policière, hein. Moi, j'ai vu les images, c'était choquant, c'était énervant même. J'espère qu'ils seront retrouvés. J'ai pas voulu commenter tout un tas de choses parce que si, par exemple, pour ce fait divers-là, on aurait pu. Puis on peut toujours parler des règles de légitime défense dans la police, les règles qui permettent le tir ou le non-tir, la légitime défense, comment ça se passe, pourquoi est-ce que les policiers préfèrent quelquefois se faire taper dessus plutôt que de sortir leur arme. Voilà, on aurait pu évoquer aussi le fait qu'on est en France, c'est quand même un beau pays, parce qu'aux USA, les petites merdes là, qui se sont mis à 50 sur une flic, eh ben, ils seraient morts. Alors qu'en France, c'est la flic qui préfère prendre sur elle. Ils ont failli lui piquer son arme en plus. Bref, voilà. Donc, je vous avais promis des choses. Alors, moi, pour ce qui est de cette vidéo-là, je vais essayer dans un premier temps de vous présenter les belligérants, pardon, hein, à tour de rôle. Et ensuite, vous expliquer pourquoi c'est un... Enfin, en même temps, vous expliquer pourquoi c'est un théâtre dans un théâtre. Et ensuite, seulement faire le point après 10 jours à peu près de combat. Et puis après, on élargira ou on n'élargira pas. En tout cas, je vais m'y essayer. Donc, moi, la première chose qui me fait rigoler, hein, c'est que tout le monde joue euh, le Lierger Varouché. Alors qu'excuse-moi, mais ça faisait des mois, ça faisait depuis octobre d'ailleurs, hein, qui sait lire les sources diverses qui nous sont proposées, depuis octobre qu'on savait que quelque chose se préparait du côté turc vis-à-vis des Kurdes. Après, n'importe qui d'entre vous comprendra aisément qu'une concentration de troupes, c'est-à-dire de chars, d'artillerie, qu'elles soient blindées ou pas, d'avions, le ravitaillement, la logistique, l'intendance, le génie, tout ça, même 30-40 000 hommes, ça se voit. Et notamment, ça se voit pour les pays comme les USA, comme la Russie, comme la France, comme tous les pays qui disposent d'une intelligence militaire, de satellites. Donc, quand je vois certaines personnes faire, certains diplomates ou certains pays jouer au vierge effarouché et se faire surprendre par une offensive que tout le monde attendait, d'autant que c'est la deuxième offensive d'Erdogan en Syrie. La première, c'était le bouclier de l'Euphrate, hein, pour prendre la ville de Al-Beb. Et on a pu voir que l'armée turque, qui est très forte, hein, au demeurant, avait quand même des problèmes dans les guerres asymétriques, comme toutes les armées, hein. Alors, il faut un temps d'adaptation. Ils ont essayé aussi d'aller à Manbij, la ville qu'ils veulent, absolument. Et ça l'a pas fait, parce qu'il me semble que les Américains avaient mis des troupes d'élite, des Rangers. Là-bas, ils avaient mis des troupes, façon de dire, et quelques chars, façon de dire, on est là, donc vous êtes obligé de passer par nous, sur nous. Et si vous passez sur nous, c'est la guerre que vous nous déclarez. Vous n'allez pas nous déclarer la guerre. On est amis, tous les deux. Enfin, amis. Nous sommes alliés de l'OTAN. Voilà. Donc, je suis un peu étonné. Première remarque. Là, on va prendre les événements et puis on va commencer un petit peu à faire tourner notre jugeote pour voir que qui te dit, ah, je suis surpris qu'Erdogan attaque, alors qu'Erdogan lui-même l'a annoncé en précisant les lignes rouges à franchir ou à ne pas franchir. Bon, ben, cette personne-là est un peu faux cul, un peu conne, hein, si elle découvre que maintenant. Ensuite,
Ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils se basent tous sur des terres syriennes qui ne leur appartiennent pas, quoi. Alors, le droit international, c'est quand ça arrange les USA. C'est fumisterie, quoi. Les gens ont décidé que tel gouvernement était légal et pas tel autre. C'est la presse qui décide, c'est la presse française, occidentale. Partant de là, on fait ce qu'on veut. Et partant de là, on rentre en Syrie et puis on décide. Ce qui a déclenché le truc, c'est les USA qui essayent absolument de rester là-bas et de trouver un proxy pour gêner les Russes, pour faire tomber Assad, pour emmerder les Iraniens, et qui cherchent désespérément des proxys, des raisons de rester, ont décidé d'un coup d'armer des Kurdes et de faire une force de 30 000 hommes qui prendrait le nord de la Syrie et ça serait une sorte d'État, merci la DGSE, un État non reconnu mais qui existerait. Un petit peu comme le Somaliland, le Puntland, le Kurdistan irakien. En gros, si on va créer une épine pour vous emmerder tous dans la région, sans aucune légitimité. Où est le droit international? Jusqu'à preuve du contraire, où est le droit international? On parle de droit, avec des règles, avec des... Il est où le droit international, ce droit international qui ne juge que les ennemis des USA? D'accord? Il est où là? Qu'est-ce qu'ils font tous en Syrie? De quel droit les USA et la coalition est en Syrie? Demain, j'appelle les Américains, donc ils peuvent venir en France s'installer. Parce que moi et mes copains, on va les appeler. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il est où le droit international? Deuxièmement, l'ONU, c'est quoi? Ouais, je sais, j'ai connu tout un tas de gens qui ont travaillé à l'ONU. L'ONU, c'est une bonne rétribution pour toi et ta famille. C'est un... c'est une bonne vie. C'est tout un tas d'organismes et d'instituts très utiles. La FAO, la plus connue, l'UNESCO, très très utile. Mais en matière politique, c'est quoi l'ONU? C'est cinq. C'est cinq pays qui ont décidé de décider à la place de tout le monde, sur des critères purement arbitraires. C'est un peu comme les syndicats français, ils ont une légitimité de 45, j'espère que ça a été revu ces règles. Et depuis, même si vous êtes deux, si tu es de la CGT, allez, dans 45, tu as pris le fusil avec Pépé, donc c'est comme ça. Qu'on m'explique déjà le Conseil de sécurité, pourquoi il est constitué de pays comme l'Angleterre ou la France, qui sont des puissances mineures, je suis désolé de le dire, alors qu'il n'y a pas l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants, il n'y a pas le Brésil, grosse puissance régionale, qu'il n'y a pas tout un tas de pays qui devraient être là. Normalement, le Conseil de sécurité, celui qui décide, in fine, devrait être établi selon certaines règles de démographie, de politique étrangère influente, de puissance régionale ou pas, de armée ou pas, de certains critères. En seconde lieu, tu as les USA, la Grande-Bretagne. On sait très bien que la Grande-Bretagne lèche le cul aux USA, politiquement parlant, enfin sur tous les plans de toute façon. Donc en gros, les USA ont deux voix. Bon, la France, jusqu'à Mitterrand-Chirac, ça allait. Maintenant, bon, bah, ça fait de lèche-cul. Je parle des gouvernements, vous excitez pas. La Chine et la Russie. Donc on a les USA, c'est l'armement, la Chine et la Russie. Trois personnes au Conseil de sécurité. Après, ouais, vous avez le Conseil de sécurité restreint, c'est ce dont je parle, et élargi. Rythme des pays comme ça. Mais la vérité, c'est que tu as deux ou trois pays dans le monde qui décident de ah, je te donne les terres de lui, puis je te crée un État là, et puis je vais armer eux. Lui, non, c'est pas un gouvernement légal. Lui, par contre, c'est un gouvernement légal. Et après, on vient me parler de droit international. Je vous rappelle que c'est le droit international qui légitime leurs actions dans le monde depuis 50 ans. La communauté internationale, c'est eux trois plus James Cameron. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, peu importe. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement d'Assad est légitime, qu'on mente ou pas, parce que Assad, tu me parles d'Assad, tu es à 3000 km de la Syrie, moi je peux te dire que toute la population elle est autour d'Assad. Même les vrais opposants politiques se sont mis du côté d'Assad quand ils ont vu le merdier dans lequel était la Syrie. Alors il faut arrêter de venir mentir maintenant. Hein. La presse, elle te répète 1000 fois le même mensonge, je crois qu'elle va en faire une vérité. Quelle légitimité ont les Américains pour être là-bas? Ce qui est marrant aussi à relever, c'est qu'en ce moment même, ce sont des milices pro-kurdes et notamment certains barbus qui sont en action contre les Kurdes. C'était les anciens combattants de la liberté, les anciens chouchous de la presse, et la presse, on n'entend plus parler d'elle. Les anciens chouchous contre les nouveaux chouchous. Finalement, on s'est tous aperçus que c'était des barbus, voilà. Alors, les Américains, par le biais du général Vautel, encore une ordure, ont annoncé dans les mois qui se sont écoulés qu'ils allaient créer une force de sécurité aux frontières composée de 30 000 hommes, que ça serait des Kurdes à majorité. Ils allaient recycler parmi eux 15 000 djihadistes, et de l'autre côté, il y aurait eu 15 000 FDS, ça fait 30 000. On sait que les FDS, il y a 3 Syriens à Libye et le reste, c'est que des Kurdes syriens. Donc ce gars-là annonce comme ça, et donc ils allaient occuper le nord de la Syrie, et puis gérer là-bas. Bachar al-Assad, l'Iran, la Russie ont dit que c'était un casus belli, que ça se ferait pas. Et la Turquie est allée plus loin, Erdogan
a pris ses roupettes et il leur a dit, moi si vous faites ça, j'interviens. Donc tout le monde savait ce qui allait se passer. Alors on se demande qui allumait la mèche. Parce que j'en vois certains sur certains forums pro-OTAN, c'est tout Erdogan. Ça s'arrête à Erdogan et à l'Arabie Saoudite. Le terrorisme s'arrête à Erdogan et l'Arabie Saoudite. Tout. Pourquoi vous ne remontez pas jusqu'à vos gouvernements? Moi, je vais vous expliquer ensuite qui est le donneur d'ordre, les maîtres d'œuvre, les conducteurs de travaux. Eux, ils s'arrêtent, tu sais, aux petites mains, parce que ça les arrange, c'est toujours pareil. Les autres, non, n'ont pas livré de gaz chimique à des tarés. Bref, on y vient. On remarquera aussi que malgré tous les témoignages, qui te montrent clairement que les gouvernements occidentaux ont instrumentalisé le terrorisme, ont collaboré avec les groupes terroristes et nous ont vendu des pseudo-combattants opposants de la liberté qui n'étaient même pas syriens, qui nous les ont présentés comme tels, et alors que beaucoup étaient des barbus terroristes, faut qu'on m'explique. La presse, là, pourquoi vous ne demandez pas des comptes? Comment se fait-il que le type, il est terroriste à Paris lorsqu'il zigouille des gens au Bataclan, et là-bas, ça devient un combattant de la liberté? Et ne mentez pas, je veux dire, maintenant, il n'y a même plus besoin d'y aller. Je veux dire, on les voit, les gars. D'ailleurs, c'est déclaré officiellement. Les Américains collaborent avec Al-Qaïda. Al-Nosra, qui était si bien, fait partie des milices pro-turques qui viennent donner un coup de main le 25 janvier, qui viennent donner un coup de main aux Turcs. Instrumentalisation du terrorisme, et tu as toute une population qui est après décérébrée. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que moi, dans la rue, monsieur tout le monde, il me traite de terroriste, moi. Alors que c'est un type qui lui ressemble, qui a foutu ce merdier. Alors moi aussi, ça commence à me saouler, ces histoires de... Les victimes sont en plus traitées de terroristes, quoi. Alors, comment on va s'y prendre? Je vais essayer de vous la faire à la Rayad, hein, à la va comme je te pousse. Alors, c'est très simple. C'est une histoire où tout le monde gagne à plus ou moins à différents niveaux, sauf une partie, les Kurdes. Et là, alors, voilà, pareil, hein, s'il y a des Kurdes qui m'écoutent, je n'ai aucun souci avec les Kurdes. Moi, je suis pour qu'ils aient un État, je suis pour qu'ils soient respectés. Pendant des décennies, ils se sont fait martyriser, hein, que ce soit en Syrie, en Irak, on le sait, je sais tout ça. Ce que je leur reproche, c'est d'avoir des chefs militaires très cons, des chefs politiques encore plus cons, qui les emmènent à leur perte. Et j'ai envie de leur dire que si ça fait plus d'un siècle que vous n'avez pas de pays, on en a encore la preuve là, et je vais vous démontrer la bêtise de vos chefs, quoi. Alors, c'est bien beau de faire tous les nationalistes avec des drapeaux de chez Toys R Us, mais achetez-vous des chefs. Encore que les chefs militaires sont valeureux, ils se battent. Bon, mais les chefs politiques, surtout que je ne sais pas, ces chefs politiques-là, c'est des clans familiaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a que vous qui perdez dans cette affaire. Je veux dire, c'est... Là, on pourrait enlever les noms, on pourrait enlever les dates, et on pourrait juste mettre X, Y, Z, et par pure logique, on peut démontrer, voilà, on peut mathématiser ce qui se passe actuellement, hein. On peut le mettre sous équation. Mais c'est pas le propos non plus. Alors, les Kurdes ont été manipulés de A jusqu'à Z. Le peu d'avantages qu'ils ont eu, et qu'ils ont acquis chèrement, parce qu'ils se sont battus sur le terrain, ils vont le perdre. Et ils vont le perdre comment? Putain, mais les gars, vous n'avez pas vu que les Américains vous manipulent, que Netanyahou vous a manipulé, et que ces gens-là ont manipulé d'autres avant vous. Ils ont manipulé les Irakiens, ils ont manipulé les Arabes, ils ont manipulé tout le monde. Comment? Je comprends pas, au Moyen-Orient, vous faites toujours manipuler de la même manière. Ils sont venus vous chauffer, les Kurdes. Et vous aviez pris du terrain, vous aviez affronté l'EI, vous aviez combattu, vous aviez montré votre valeur militaire. Et lorsqu'il fallait négocier et respecter certains pactes et négocier avec les locaux, parce que tu vas rester avec ton voisin au bout du compte, tu es allé écouter le chant des sirènes des Américains, qui eux cherchent juste un prétexte pour rester, ils cherchent des proxys. Les Américains, ils ont essayé l'ASL, ils ont essayé certains groupes, ils ont essayé l'État islamique, ils ont essayé Daesh, ils ont tout essayé. Et à chaque fois, les gars leur échappaient. Même les anciens groupes soutenus par eux, à l'heure où je te parle, et c'est des milices pro-turques maintenant. Même en bas, à Al-Tanf, ils ont essayé de créer aussi une sorte de no man's land. Le peu de gens qu'ils ont formés se sont barrés et chez Al-Qaïda et chez les Turcs. Erdogan, il a prévenu, il a dit, je veux pas des YPG qui sont le bras armé du PYD qui a des liens organiques avec le PKK. PKK qui se bat contre les Turcs en Turquie. Ça a repris depuis 2 ans. Et puis Erdogan, il n'a pas donné sa part aux chiens. Ça se bat militairement dans les montagnes en Anatolie. Et il leur a dit, moi je veux pas de ces gens-là à mes frontières. Pourquoi les Américains les ont imposés volontairement à leurs alliés? Enfin, leurs alliés entre guillemets, parce qu'ils sont plus alliés des Russes. C'est ça, moi, ce qui me...
Ouais, les vicieux américains étaient encore balancé une merde dans une merde et ils attendent de voir. Et les Kurdes, vous voyez bien qu'ils vous lâchent, ils vous ont lâché en Irak. Ils viennent, ils vous chauffent, ils vous lâchent. On va y revenir à tout ça. Alors, d'après ce qui se dit, les chefs politiques kurdes demandent maintenant à Bachar al-Assad de venir défendre le territoire syrien qui est Afrin. Mais je vous rappelle juste que depuis des mois, les Syriens vous demandent de respecter votre parole. Les Russes vous disent laissez revenir les autorités légitimes syriennes. Les Turcs n'interviendront pas. On va négocier avec vous. Alors, ils vous ont proposé de l'argent. Ils vous ont proposé une autonomie élargie. Ils vous ont proposé le parrainage de la Russie qui vous protège contre la Turquie. Ils vous ont proposé d'être invité à part entière dans les conférences pour la paix. Enfin, ils vous ont tout proposé. Et vous avez dit non, 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 et en plus on veut ça et on veut aller jusqu'à la mer parce que les Américains vous ont chauffé. Résultat, vous n'êtes pas invité à Sochi. Votre bout de terrain, là, il va gicler. Les Turcs vont rentrer, puis à un moment donné, ils le rendront aux Syriens. Les Russes ont laissé faire parce qu'ils ont fait des bons quand ils vous ont vu aussi con. Ils ont dit bon, bah, vous voulez vraiment installer les Américains, vous n'allez rien avoir. Non, mais on veut, on veut. Voilà. Ça s'est passé ces derniers jours. Hein. Il suffit de se renseigner. C'est pour ça que les Russes ont dit bon, bah, si c'est comme ça, on se retire. Les Russes, eux, ils vont jouer sans combattre et ils vont gagner. Les Syriens, c'est pareil. Et les Turcs viennent nettoyer et ils bossent pour Bachar al-Assad. Parce qu'eux, ils veulent pas de YPG, machin, mais ils vont pas rester. Les Turcs n'occupent pas, ils vont pas occuper longtemps, ça les intéresse pas d'occuper ces villes. Ils se retireront à un moment donné. Ils ne veulent pas juste de gens comme les YPG, enfin ils veulent pas de certains Kurdes. Voilà, après c'est entre Kurdes et Turcs. Mais ils avaient annoncé la couleur, les Turcs, tu vois, tu le savais, on peut pas leur reprocher. Ça c'est pareil que les gens qui me disent Erdogan, il est fou, il est fou, il est pas fou, il est très intelligent. Et il a le soutien de son peuple, arrêtez de me dire que c'est une dictature, vous foutez de ma gueule ou quoi. Moi j'aime pas la politique d'Erdogan depuis 2010. J'ai beaucoup de respect pour la Turquie. Et c'est faire insulte aux Turcs de me dire que Erdogan est un dictateur. C'est pas vrai, il est élu par son peuple, il a fait beaucoup de bonnes choses. En politique intérieure, il fait beaucoup de bonnes choses et il est soutenu. Maintenant, si cette petite offensive-là commence à se casser la gueule et il est mort, et il s'embourbe, peut-être que le soutien sera moins franc. Mais qu'on arrête avec ça. On va venir à ce qui est la Turquie. Donc pour en finir avec les dirigeants kurdes, ouais, trop gourmands. Vous auriez été moins con. Vous auriez négocié avec Assad. Vous auriez pris le parapluie russe. Vous auriez négocié une putain d'autonomie de fou. Dans le nord ouais. Erdogan ne serait pas rentré parce qu'il y avait les troupes russes et les troupes syriennes. Et vous auriez gagné sur tous les tableaux. Maintenant, vous allez tout perdre. Je vous le dis, comme j'avais annoncé pour l'Irak, et ça s'est réalisé, vous avez perdu les territoires et vous allez perdre beaucoup plus. C'est dommage. Je me permets de regarder parce que j'ai pris beaucoup de notes. Hein, et en plus, ouais, il y a un truc que je comprends pas. Bon, maintenant, tu as ce qu'on appelle la milice Fourmillon. Fourmillon. Alors, j'ai pas encore beaucoup d'infos sur cette milice, mais je sais que 60 véhicules blindés de type armé. Ah, parce qu'un véhicule au Moyen-Orient, tu peux mettre 15 types dedans. Blindés de type avaient quitté les rives de l'Euphrate. Alors, les rives de l'Euphrate, les Kurdes sont sur les rives de l'Euphrate et bloquent des zones qui sont même pas euh, à eux, juste pour empêcher l'armée syrienne de remonter, parce que les USA leur ont demandé. Ça aussi, c'est fair play, ça. Après, tu t'étonnes pas après de te prendre des cailloux. Ben là, il y a 60 véhicules d'une certaine milice qui sont remontés, qui ont dit, nous, pourquoi vous voulez qu'on reste sur le Frat, c'est pas chez nous. Nous, on va monter, se battre avec les copains. Ah, Bachar al-Assad leur a laissé passer, les a laissé passer. Il a laissé passer beaucoup de troupes kurdes. Et on verra que même s'ils n'ont pas d'avion ou d'artillerie lourde, même s'ils ont le soutien de personne, ils se débrouillent bien sur le terrain. Faut pas leur enlever ça, hein, ils sont courageux. Allez, je cherche le nom de la milice. Fatimion. Voilà. Qui a quitté des Razors, une soixantaine de véhicules. Et la milice Fatimion. Donc c'est une milice. Ça serait les lions du Rojava. Le Rojava. Oh le blaze. Pardon. Le Rojava. Arrêtez les gars. Changez de nom. Club Moustache. Quand je parlerai de Club Moustache, pensez kurde. Vous avez vu Ocalan, sérieux, avec sa moustache crandarée. Bon, trêve de plaisanterie. Bah oui, ils auraient pu autonomie, protection, tout ça. Résultat, les Russes, ils ont dit aux Turcs, vous voulez y aller, allez-y. Nous, on se retire. Par contre, on vous laisse rentrer là et nous, on veut Idlib, la province d'à côté,
qui est tenu par des milices pro-turques, beaucoup de barbus, que l'armée de Bachar al-Assad est en train de reprendre. Ils viennent de reprendre Moukamal, qui est à 40 km d'Idlib, et ils veulent récupérer cette province-là. Sachant que l'autre, de toute façon, on leur reviendra à un moment donné. Voilà. Et ils sont malins. Les Syriens, ils n'ont pas les moyens de se battre contre tout le monde. Ils ont une armée exsangue et ils ne peuvent pas la disperser partout. Elle est sur Deir ez-Zor, elle est sur Idlib, elle est dans le sud, elle est à Quneitra dans le sud, elle est un peu partout. Et ils ont peut-être 50 60 000 hommes véritablement en état de combattre. Hein, les autres, c'est ou de la logistique, ou des blessés, ou des fatigués de la vie. Voilà. Les milices Hezbollah ont beaucoup de pertes, les Iraniens, parce que c'est les Hezbollah et les Iraniens qui font le travail au sol, hein, qui font le gros du travail. Voilà. Donc ils se sont dit, nous on va la jouer jeu d'échecs, on est au Moyen-Orient, ben, les Turcs veulent nettoyer les Kurdes, nous ça nous arrange, parce que soit Erdogan se casse les dents, soit les Kurdes dégagent, et dans les deux cas, de toute façon on va récupérer notre territoire. Et ils ont laissé faire, et à côté de ça, ils laissent faire les Russes qui parlent en leur nom, parce qu'ils ne peuvent pas parler eux si ça clive. Ils ne se parlent pas, c'est comme deux gars qui se sont engueulés, ils font un troisième pour. Voilà. Les Turcs sont rentrés, eux les Turcs là-dessus, ils ont pris personne en traître, hein, ils sont rentrés, je vous explique après comment ça se passe. Je voulais finir sur les Kurdes. Les pigeons US, mais eux, pigeons d'un jour, hein, parce qu'ils ne sont pas restés longtemps. Donc devant l'intransigeance kurde, bah, les Russes ont laissé faire, parce que les Russes ont reçu, comment il s'appelle? Le numéro 2 du MT, c'est les services de renseignement kurdes. Hassan Tachim. Non, je vais vous trouver son nom. Je m'excuse de ne pas retenir son nom. Mais. Bon, t'es où, toi? Bon, ils l'ont reçu, ils leur ont expliqué ce qui allait se passer. Le ministre des Affaires étrangères turc a écrit à la Syrie. Tout le monde était prévenu, tout le monde savait ce qui allait arriver. Tout le monde joue la Vierge effarouchée, mais tout le monde savait. Et il n'y a que les Kurdes qui n'ont rien compris, qui se sont fait avoir, comme d'habitude, quoi. Ils ont servi les Américains, ils n'ont même pas servi leur intérêt, et à la fin, ils les ont laissés tomber. Bon, t'es où, toi, mon gars? Pop, 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 pop. On va le trouver. Bon, à un moment donné, je vous donnerai son nom, parce que là, il se cache, hein, il fait le difficile, hein, il fait la chochotte. On va le retrouver. Je vais te retrouver, mon gars, dans mes notes. Donc la Syrie, on va passer à la Syrie. La Syrie gagne sans combattre. Ils n'ont pas les moyens de façon de combattre, gagne sans combattre. Et à ce jeu-là, ils se démerdent bien. Bachar al-Assad, qu'on le veuille ou non, l'essentiel de la véritable opposition préfère Bachar al-Assad soit aux bouffeurs de foie, soit aux autres barbus, soit aux Américains, soit à tout ça, parce que tout le monde a vu l'exemple libyen. Quand je dis ils sont tous pour Bachar al-Assad, c'est qu'ils préfèrent Bachar al-Assad à ce qui est proposé, au vu de l'exemple libyen. Après, je ne dis pas qu'il n'y ait pas besoin en Syrie, de réformes politiques, tout ça, mais bon, ça c'est après ça. C'est après. Après la reconstruction, les gens veulent d'abord être en sécurité avant de faire de la politique. Donc il faut arrêter un petit peu de parler en leur nom, de dire hey, les Syriens, on va aider les Syriens. Tu vas aider quoi les Syriens? Tu vas amener trois bandits d'une banlieue, la banlieue d'Alep à Calais? Alors, pour emmerder les Calaisis en plus? La Turquie donc fait le ménage, elle leur rendra inévitablement ses terres. Elle ne fait que gérer une guerre qui a changé, qui a pris 10 000 visages entre le début et aujourd'hui. Cette guerre-là, bon, on dit ouais, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est les guerres de Gog et Magog, voilà, hein, avec Gog dans le rôle de Poutine, enfin avec Poutine dans le rôle de Gog. Euh, Mais en plus, le fait de laisser faire la Turquie, le coup de maître des Russes et des Syriens, ils savent que si les Turcs interviennent là, les Américains ne bougent pas. Ils ne vont pas taper sur un allié de l'OTAN. Et ils ont besoin de la Turquie. Quoi qu'on dise, ils ont besoin de la Turquie. Donc en faisant jouer la Turquie, ça bloque les Américains et ça neutralise les Kurdes. C'est un coup de maître aux échecs. C'est vraiment un coup fantastique, quoi. Voilà. L'idée des Russes, c'est d'utiliser des proxys, elles aussi, et les proxys, si possible, des Américains. C'est la première fois, en tout cas, Poutine, en récupérant Erdogan dans son escarcelle, c'est la première fois que la Russie fait reculer une frontière de l'OTAN. On y vient. Si au cours des combats, parce que c'est loin d'être fait, hein, c'est très très loin d'être fait, hein, si au cours des combats les Kurdes gênent et affaiblissent les Turcs et les emmerdent, mais le terrain est possible, c'est possible, ça ne peut être que profitable à la Syrie aussi, parce qu'ils savent que de toute manière ils récupéreront Afrin, mais si en plus Erdogan se fait un petit peu casser les reins comme Al-Beb, hein, on l'a vu, c'est pas plus mal, c'est tout gagnant, c'est un super coup, tu gagnes à tous les coups. Voilà, on bloque les USA, on remarquera qu'il n'y a plus de Grande-Bretagne, il n'y a plus de France, hein.
La France, défenseur des chrétiens d'Orient, elle n'y est plus là-bas. Elle n'a plus son mot à dire, elle n'est plus crédible. Quand je dis la France, c'est les gouvernements français. Ils nous ont ridiculisés dans une partie d'échecs qui leur a échappé. Ils ont voulu suivre les Américains pour gratter 3 chantiers de reconstruction et faire les faillots. Ils ont tout perdu. Maintenant, les Américains sont en ligne directe. Hein, il n'y a plus les services. Enfin, si, il doit y avoir 3, 4 crevards en train de former encore un pseudo-groupe de combattants de la liberté avec des barbes de 3 mètres. Hein, ça, c'est la DGSE, sa spécialité, c'est les coups de pute, comme ça. Mais je peux affirmer que les pays européens, en tout cas l'Angleterre et la France, ne verront pas la Syrie, ne verront pas aucun contrat dans le coin avant des lustres. Ou alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Parce que Macron, là, il a beau essayer de faire son indépendant. Bon, bah, il s'est remis à nous faire une girouette, hein, on le verra plus tard. En tout cas, bref, le fait de laisser la Turquie faire est un coup de maître pour les Syriens. Et puis en même temps, ils espèrent que si ça s'accroche bien là-haut, les Kurdes du bas, là, qui les bloquent euh, sur l'Euphrate, vont remonter. Comme ça, les Syriens vont finir de récupérer leur territoire dans son intégralité. C'est le but du jeu, c'est ça le droit international. Ils gagnent sans combattre, c'est du Sun. Voilà, puis les moyens qu'ils ont, ils préfèrent libérer Idlib. Alors j'ai appris aujourd'hui qu'ils étaient dans la banlieue d'Idlib. Il y a Idlib la ville et Idlib la province. C'est comme si on dirait Marseille le département et Marseille la ville. Voilà, en Syrie ça marche comme ça. On a les petits malins aussi qui avancent leurs pions. La Chine, l'Iran, bon le Hezbollah. Alors le Hezbollah, ils ont quand même payé cher, hein, même les Iraniens, parce qu'ils ont perdu des généraux. Ils ont perdu leurs généraux aux Iraniens, ils sont sur le théâtre des opérations. C'est comme les généraux russes. C'est pas le général Rivière ou De Villiers ou machin chouette qui est à Paris et qui envoie ses troupes à 3000 km. Voilà. Eux, ils sont au gros des combats, les généraux. Ça, c'est des généraux formés dans les écoles de guerre soviétiques. Le général de division doit être au plus près, même le corps d'armée, il doit être au plus près du combat. Ah, voilà pourquoi ils ont eu des pertes, les Iraniens et un lieutenant général russe, les Iraniens et le Hezbollah. Mais quand tu as ton général qui est à côté de toi, tu te bats à la mort. Et quand ton général, il envoie son propre fils à la guerre, comme Nasrallah qui a perdu son fils au combat, hein, c'est pas le fils de François Hollande, hein, lui il l'a envoyé au combat, en compagnie de combat. Son fils il est mort, je crois, contre les Israéliens. Donc les petits malins, c'est les Chinois et les Iraniens, ils laissent faire. Pourquoi tu veux qu'ils bougent? Les Iraniens, ils installent leur base, ils organisent leur circuit logistique, enfin bref, hein, ils font leur petite cuisine. Le Hezbollah, lui, bon, il s'est formé sur le terrain, donc il doit être vraiment redoutable, hein. D'ailleurs, moi, on m'a dit que c'était lui qui formait certaines troupes d'élite russes pour le combat urbain dans les villes syriennes. C'est ce que j'ai entendu dire par des gens qui connaissent la chose militaire. Donc, pour que le Hezbollah forme les troupes russes, c'est qu'il y a. Enfin bon, je suis pas le seul. Beaucoup de généraux, même les généraux israéliens qui les ont affrontés, ont dit que c'était une vraie armée, que c'était voilà, qu'il y avait quand même un respect des armes à avoir vis-à-vis d'eux, que c'était pas des terroristes ou de simples milices, hein. Non, c'était voilà. Pourquoi moi je respecte le Hezbollah, c'est que ils font du bien au Liban. Les neutres entre guillemets, bah, Israël. Parce que quoi qu'on en dise, Israël, elle a intervenu, elle a bombardé. Bon, alors on se rappelle, hein, avant de vous affoler, que chacun joue son jeu, sa partition, pour ses intérêts. Les Israéliens, au moins, ils défendent leurs intérêts, contrairement aux pays européens, déjà. Euh, Juste un truc. En Israël, ils ont enfermé 2 anciens premiers ministres. Comment il s'appelle, Cigare, là, Ehud Olmert, en prison. Ils ont envoyé un président de la République en prison, Moshe Kassav. Nous, on n'est pas capable d'envoyer un homme politique. Le gars, il brûle la moitié de la France, il vole tout le monde. Est-ce que vous avez vu un homme politique d'envergure aller en prison? Bah, eux, on peut dire que c'est quand même une démocratie. Alors, on aura beau les critiquer sur plein de choses. Moi, je dis la vérité sur eux. En bien, en mal, je dis la vérité. La vérité, c'est qu'eux, ils ont envoyé Ehud Olmert. Même Netanyahou, il flippe en ce moment. Parce qu'ils sont en train de lui sortir les affaires. Ça, c'est une démocratie. Non, non, mais je le dis. Alors, eux, c'est simple. Ils ont bombardé des convois. J'ai tendance à les croire. Quand ils te disent c'est des convois du Hezbollah qui ramènent des missiles, c'est notre sécurité qui est mise en péril. Là, c'est un casus belli, on intervient. J'ai pas dit que c'était bien, mais bon, on parle de guerre là, on parle pas de. Voilà. Ils ont bombardé à tort, à mon avis, à Quneitra, l'armée syrienne, alors que souvent les roquettes ne venaient pas d'elle. Et ils ont aidé des barbus. Ils sont même allés plus loin. Certains barbus ont été accueillis, comme disent pas, c'est l'ASL, dans des hôpitaux israéliens. Mais encore une fois, c'est une démocratie. La presse israélienne était sur le coup. Mais Israël, on peut dire qu'ils sont plus ou moins neutres, parce que tant que ce n'est pas leurs petits intérêts qui sont en jeu, ils ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas aidé des groupes comme l'ont fait les services français ou anglais. Ils n'ont pas livré de l'armement létal. Non, ils ont de temps en temps un petit coup de F-16, un petit coup de... Bon, maintenant ça marche un peu moins bien, parce que les Syriens commencent à bien maîtriser la défense antiaérienne, mais moi je les mets dans les neutres, quoi, voilà.
Et ils ont raison, moi je pense qu'ils ont raison là-dessus. Tu ne peux pas invoquer la morale et le terrorisme d'un côté et être cynique de l'autre. Donc il fallait pas être cynique. Si tu es blanc comme neige et tu n'es pas de groupe terroriste, tu peux te permettre de gueuler et de faire le moraliste. Voilà, donc les nôtres. Et puis malin aussi, parce que de toute manière, de deux côtés, c'est des ennemis à eux. Donc autant les laisser se déchirer, c'était comme autant de l'Iran et de l'Irak. Voilà, donc Israël, Chine, Iran, neutre, intelligent, qui comptent leur vie. Les hors-jeux, ah ben c'est simple, c'est l'Union Européenne et sa tripotée de gouvernements de lâches, de voyous. On dirait des gouvernements arabes. Non mais c'est vrai, c'est les mêmes. On dirait la Ligue arabe. On s'est mis hors jeu tout seul, que ce soit nous, les Anglais. Il faut se réaliser, je me répète peut-être, que mais des gouvernements occidentaux, donneurs de leçons de morale et qui passent leur temps à parler de droits de l'homme, ont aidé des terroristes qui ont tué des Européens, qui ont tué des musulmans, qui ont tué tout ce qu'ils ont pu tuer. Ils les ont aidés à détruire des pays. Ça, tout le monde le sait. On ne peut pas le nier. Et que ces gens-là n'ont jamais rendu compte au TPI ou devant l'ONU. Bizarrement. Il est où le droit international? Une politique de larbin sans honneur. On aurait eu Mitterrand, il aurait rusé, tu vois, il se serait mis là, il aurait envoyé des envoyés là. Avant, c'était comme ça que faisait la France, la troisième voie. Bon, attends, les USA, vous y allez, mais nous, on discute. Et les USA disent oui, c'est bien. Rentrez pas trop dans le jeu, comme ça on peut s'appuyer sur vous pour que vous discutiez avec eux, etc. Ça c'était avant. La politique de Larbin, avec une presse qui n'a pas hésité à mentir, et on a vu même le canard enchaîné mentir, mais des mensonges éhontés, des journalistes à la solde. Je me demande où est la démocratie. On n'est pas en Israël là. Des gouvernements, mais tous, hein, de droite comme de gauche, ah, Bachar al-Assad, le chimique, qui nous répétaient des trucs comme des mantras, ça n'a pas marché. Mais quand même, résultat, on passe pour des cons, des larbins, des salauds. Le monde entier sait que les gouvernements de l'Union européenne sont de la merde. Même Erdogan, il ne faut pas s'étonner qu'Erdogan ne respecte pas l'Union européenne. Un ensemble d'hypocrites qui, au lieu de lui dire on veut pas de toi, t'es un bougnoul, on veut pas de toi dans l'Europe, il tergiverse depuis 20 ans. Dites-lui que vous voulez pas de lui. C'est un club chrétien et à la limite personne ne pourra vous contredire. Mais dites-lui, ben, c'est normal qu'ils ne vous respectent pas et qu'ils vous menacent, vous envoyez 3 à 4 millions de migrants. Alors pour les gens qui me disent ouais mais Erdogan, c'est pas que je vais le défendre, mais Erdogan, la crise des migrants. Mais attends, Erdogan, il est aux premières loges. Il est dans la combine. Il sait que vous en êtes aussi. Il sait que c'est vous qui avez foutu le bordel et que ces millions de migrants, c'est vous. C'est pour vous. Pourquoi tu veux qu'il les garde sur son sol? De temps en temps, il menace d'ouvrir les vannes. C'est ce qu'il a fait. Moi, au début, je ne comprenais pas, mais je comprends. Moi, je serais turc, je comprendrais Erdogan là-dessus. Vous avez foutu le bordel devant chez lui, vous avez foutu le bordel partout, vous avez des millions de migrants que vous voulez accueillir en plus, que ce soit vos ONG ou vos gouvernements de voleurs ou votre patronat veut les accueillir au mépris de la population locale qui est là depuis quand même un certain temps. Je pense que le blanc européen est là depuis un certain temps, hein. Ça ne date pas de l'année dernière. Hein. Et voilà. Et donc là, on veut essayer de le noyer et de le tuer avec des arrivées massives de gens qui sont ce qu'ils sont et qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient ce qu'ils peuvent, j'aurais fait pareil, mais qui vont quand même tuer l'Europe, parce que c'est inassimilable, des flots comme ça, sans compter ce qu'il y en a qui veulent s'assimiler, voilà, ça sera tout bénéf pour qui? Le patronat, c'est tout, et ceux qui veulent détruire l'Europe, et ceux qui ont des visions eschatologiques, détruisons et savent avec Edom, mais ça c'est l'eschatologie, si on est croyant, j'ai envie de dire c'est Dieu, cela je le respecte, je comprends, ceux qui suivent l'eschatologie, ils suivent le livre de Dieu, ils se disent, ouais, ben écoute, moi je suis pas salaud, c'est Dieu qui veut ça, c'est comme ça. Ceux-là, à la limite, voilà. Mais les autres, qui se taisent, pour garder une place, on n'a jamais vu pire comme gouvernement. Je crois que même sous la 4ème République, ils avaient une once quand même de dignité. Là, maintenant, il n'y a même plus ça, quoi. Gouvernement de faux cul, duplicité, zéro bénéfice en plus. Avant, les Européens, ils étaient malins, c'était des salopards, mais malins. C'est pour eux. Les gars, ils bossent pour les Américains. L'embargo contre la Russie ne profite qu'aux paysans russes et aux Américains. Faut être con, alors que les Américains vendent plein de trucs à la Russie. En Europe, les gouvernements européens ont fait des embargos qui tuent leurs industries. Pour faire plaisir aux Américains, sans parler des lois extraterritoriales américaines, etc., etc. Bref, à certains, au lieu de parler des Israéliens séditionnistes, pourquoi vous ne parlez pas des Américains? Les Israéliens interviennent quand c'est leur sphère régionale, les Américains veulent intervenir partout et tout régenter. C'est ça qui est fou, quoi. C'est les Américains, l'Europe est américaine. En plus, retour au néocolonialisme, on se sert de proxys locaux en les méprisant, mais ça marche plus comme avant. Hein, on va se servir des seigneurs, des maharajas locales. Ils ont pris Erdogan pour un con. Et Erdogan, il a rué dans les brancards car il a dit que vous vous foutiez de sa gueule. Néocolonialisme avec une campagne de presse mensongère,
avec des interventions d'armées étrangères qui saisissent le moindre prétexte. Dès qu'il y a deux types qui gueulent, voilà, voire même qu'ils inventent des oppositions. Et on attaque des petits pays, on les détruit et on les laisse tels quels et on fout le chaos. C'est même plus du colonialisme, c'est pire, c'est que je fous le bordel partout au profit des Américains. Mais on va y venir pour les Américains. Ils se sont servis d'Erdogan, lui disant il y aura un califat, c'est toi qui auras l'autorité morale dessus. Ils ont dit aux Saoudiens, c'est vous qui payez. Ils ont dit aux Qataris, oh, les Saoudiens ils payent, il faut que vous payiez. Au passage, ils ont pris de l'argent. Ils ont envoyé leurs services spéciaux. Et à la fin, il te dit, ah, mais c'est pas nous, Erdogan, Daesh, c'est Erdogan. Et Lafarge, c'est Erdogan. Tout le monde a bossé avec Daesh. Tout le monde a acheté le pétrole de Daesh. Et vous êtes tous complices de ce qui se passe en Syrie. D'accord. Alors, quand je vois certaines personnes qui viennent me sortir la version autant, Bachar al-Assad a libéré des gens de Daesh. Non, il a libéré des gens qui étaient arrivés. Faut pas le dire comme ça. La vérité, c'est qu'il a libéré tout un tas de gens qui étaient libérables. Parmi eux, il y avait des fondamentalistes. Il en a libéré pas mal. Certains ont rejoint Daesh. Mais il n'a pas organisé Daesh contre lui. Daesh, c'est une création. Daesh, c'est la province d'Anbar en 2006. Et je peux te dire que j'ai bien suivi à ce moment-là. C'était des types comme Negroponte, enfin, je vous donne les McGurk, des gens comme ça qui ont créé ce qu'on appelait avant l'État islamique, avec des officiers bassistes. À l'époque, c'était arabe, avec des tribus locales. On a relancé l'antagonisme sunnite contre chiite. Et tout ça pour détruire la résistance irakienne qui leur a infligé de sérieux coups et qui leur a infligé de nombreuses pertes. Tout ça pour la diviser en deux. Ça n'a pas super bien marché d'ailleurs. Bon, au passage, on a attrapé à plusieurs reprises des Anglais du MI6 qui posaient des bombes dans des marchés différents, les services français qui travaillaient, etc. etc. Services français qui, je crois, à plusieurs reprises ont été capturés par des Syriens, des agents de renseignement français, notamment à Bab Ambre. Ambre, ouais, c'est ça. Allez voir ce qu'en dit Thierry Messant. Une vingtaine d'officiers de la DGSE qui étaient là-bas à aider des djihadistes. Que fait la DGSE avec des djihadistes, des barbus? Ils le savent que c'est des barbus. Ah, vous tuez là, mais vous n'êtes pas tué chez nous. C'est ce que vous êtes en train de faire, criminel. Qu'est-ce qu'on pourra encore dire? Politique de suivisme, de toute façon, qui finira par la destruction de l'Europe, avec les crises migratoires, les attentats, voilà, le néocolonialisme. Donc, les Saoudiens et les Qataris, on l'a vu. Alors, Poutine, lui, c'est pas le soft power, c'est le business power. Il arrive et il est intelligent quand même, Poutine. Il arrive, au lieu de s'en prendre directement aux gens, il leur fait la morale, il leur fait la leçon, et il leur donne une porte de sortie. Viens travailler avec nous, ici. Résultat, l'Arabie Saoudite n'intervient quasiment pas, ne finance pas, en tout cas, en Syrie. Le Qatar a laissé tomber. D'ailleurs, ils sont en bisbille tous les deux. Poutine les a récupérés, entre guillemets, dans son giron. En tout cas, il les a neutralisés. Il est venu voir la Turquie, ils font des affaires avec les Turcs. Et en plus, mieux, il a sauvé la tête à Erdogan. D'après ce qui se dit, il l'a sauvé. Il a sauvé sa tête d'un coup d'État qui serait américain. Donc ce gars-là n'a fait que faire des coups de maître. Il tend la main aux Européens. Et puis finalement, voilà. Le gagnant de cette partie d'échecs, c'est Poutine. Bref. Donc voilà, donc néocolonialisme européen avec des faux-nés mais caricaturaux. Hein. Bon, ils se sont servis de la Ligue des ânes en Libye. Ils ont voulu se servir d'Erdogan, mais Erdogan, non. Non, lui, il s'est dit non. Et ça se retourne contre l'Europe, donc perte de crédit, etc., etc. De toute façon, l'Europe, perte politique, perte de crédit politique, perte de crédit économique, perte de crédit militaire, hein, parce que bon, c'est bien beau de vouloir aller en Syrie, mais il faut avoir les moyens militaires. Hein. On tient toute l'armée de terre dans le stade de France. Il va faire quoi? Tu vas envoyer des avions. Et tu sais qu'il y a les Russes maintenant là-bas, avec tout leur système. Hein. Je ne sais même pas si tu es capable d'envahir et de tenir le Luxembourg 15 jours. Alors, François Hollande voulait envoyer le chevalier Paul. Le chevalier Paul, c'est celui qui fait la navette ici, qui part du vieux port et qui va jusqu'au château d'If et aux îles du Frioul. C'était peut-être celui-là, non? Tu mettais deux canons de chasse et allez, en voiture, Simone. Voilà, moralement, surtout que, attends, ils ont collaboré, ils ont acheté du pétrole à Daesh, ils ont permis des épurations ethniques. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Il y a des zones entières où on a fait fuir des gens pour installer des Kurdes, des Turkmènes. Moi, j'aimerais que les gens prennent conscience d'une chose. Si Erdogan, c'est un salaud, au-dessus de lui, c'est encore plus salaud. Voilà. Le vrai donneur d'ordre, le vrai bénéficiaire, enfin, le vrai donneur d'ordre, c'est les USA. Il y a les conducteurs de travaux,
Alors techniquement, financier, techniquement c'était la Turquie, les services secrets occidentaux. Les financiers, c'était l'Arabie Saoudite, le Qatar. L'EI, donc, qui est apparu en 2006, petit à petit, est devenu de plus en plus composé de gens qui venaient d'Asie centrale et de Tchétchénie. Et c'est McGurk là, qui a créé l'EI, qui l'a transformé en Daesh en Syrie, et qui a ensuite formé la coalition pour détruire. Ça, c'est la méthode américaine. Pompier pyromane. Je crée un truc pour foutre le bordel là, je m'en resserre un peu plus loin quelques années après, puis quand j'en ai plus besoin, ou alors, voilà, ils sont des deux côtés. Ils créent Daesh, et après ils créent les Kurdes qui combattent Daesh. Et puis après, voilà, et puis petit à petit, voilà, le précédent est toujours nettoyé par le nouveau, et ainsi de suite. Enfin, ça devrait marcher comme ça, et ça marche pas comme ça. Alors, là, on a les chefs de chantier, toutes les milices, tous les pigeons, etc. Et puis après, tu as les Kurdes, eux, c'est super pigeons. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut vraiment être super pigeon. Alors la presse, vous ne parlez pas de ces combattants de la liberté. Les mecs, ils ont des barbes comme ça. C'est maintenant, ils se font appeler HTS, ZTV, tu sais, on dirait des milices croates. Voilà. Erdogan. Donc Erdogan est devenu le chef de chantier des Russes et des Syriens, après avoir été l'homme de main des USA. Alors lui, c'est le stratège qui a tout foiré. J'ai rien contre la Turquie, j'ai rien contre les Turcs, si t'aimes bien Erdogan, tant mieux pour toi. Moi, je n'aime pas Erdogan en raison de sa politique bidon en Syrie. Voilà. Si ce n'était que ça, après le reste, j'ai rien contre lui. Mais ce gars-là, il a tout raté, quoi. Il est arrivé, il nous a fait une mascarade contre les Israéliens en balançant une flottille bidon pour se faire de la pub auprès des Arabes. Il avait bien préparé son coup à l'époque, en 2009. En les envoyant à la mort, il y a eu 9 morts. Hein, on savait très bien qu'ils ne passeraient pas. Et puis ça a servi à rien. Ça a durci la situation. Alors jusque-là, la Turquie, en négociant avec les Israéliens, faisait passer des produits aux Palestiniens. Donc la gesticulation et à prendre les Arabes pour des abrutis, genre je fais l'homme fort, alors et ils sont derrière moi, faut arrêter. Ça c'est comme ça me rappelle les mecs qui voulaient que je rentre dans la gueule à Conversano lors du débat. Ils n'ont rien compris au film. Voilà. Tu sais, comme ça, c'est fini ça. Fini. Bref. Après, il s'est mis à dos la Syrie, donc en voulant détruire la Syrie, tout simplement. Il s'est mis à dos l'Union européenne, mais en même temps, l'Union européenne l'a bien cherché. Lui, il les a menacés de laisser passer tous les migrants, c'est-à-dire des millions de migrants, ou alors il fallait qu'on l'indemnise, ce qui pour moi était justice. Il s'est pris la tête donc avec les pays arabes, il s'est pris la tête avec l'Irak, en raison de ses incursions, il s'est pris la tête avec Israël, il s'est pris la tête, donc les USA ont voulu le sortir, lui et placer quelqu'un d'autre à sa place. Il s'est pris les têtes avec les USA, il s'est pris la tête avec les Russes l'ont récupéré. En gros, il a mis avec personne. C'est-à-dire que demain, il met un genou à terre, tout le monde le bouffe. Pour l'instant, il sert les Russes. Mais demain, ils ne sont pas amis. Il sert les Russes. Les Russes ont compris comment il fallait prendre Erdogan. Ils se sont dit, tiens, on va s'arranger. D'ailleurs, ils ont été beaucoup plus malins que les Américains qui ont essayé de le poignarder. Je le dis aux Kurdes, hein. Vous avez vu, ils essayent de le poignarder à la fin. Donc il a une vision à court terme, c'est une stratégie de girouette ce qu'a fait Erdogan, alors qu'il avait une place là-bas de stabilisateur de tout ce que tu voulais. Non, ben voilà, il a créé du ressentiment à l'égard de la Turquie pour rien. Économiquement, même si ça marchait bien en Turquie, les commerçants turcs te diront que bon, ça vend moins bien qu'avant, à cause justement de cette guerre qui n'en finit pas, etc., etc. Donc lorsqu'il est arrivé, il a dit pas de problème avec les voisins, il a fait que des problèmes avec tout le monde. Surtout qu'il est assez autoritaire, il est assez. Voilà. Mais il est élu démocratiquement, il est très très apprécié dans son pays. Ouais, il a mis deux, trois opposants en prison. C'est vrai que c'est un autocrate, mais ne me dites pas c'est un dictateur, ne me dites pas c'est un fou. Il n'y a pas plus intelligent. C'est un gars qui s'est fait tout seul. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il voilà, il est lié à cette confrérie de merde que sont les frères musulmans, hein, remonté par le MI6 dans les années 50 avec la famille Ramadan et qui est l'un des proxys anglais et américains pour détruire le monde arabe et le monde musulman. Alors, en rentrant à Afrin et en tentant un coup de force à Manbij là depuis 2 jours, il prend des risques, Erdogan. Là encore, stratégiquement, là, il va servir de chef de chantier aux Russes et aux Syriens. Il va leur nettoyer la place en prenant des risques. Ben ouais, parce que c'est un terrain boisé, c'est un terrain qui est propice aux défenseurs. Et déjà, on le voit, ils n'arrivent pas à aller aussi vite qu'ils auraient voulu. Parce qu'en face, ils ont là, il y a des fossés anti-chars, ils ont de l'artillerie, petite artillerie, ils se battent comme des beaux diables. Et c'est surtout montagneux, fortifié. Donc là, pour peu qu'ils commencent à s'enliser à Afrin et autour, et pour peu que les Turcs commencent à voir arriver les cadavres de leurs soldats, ça sera une autre mayonnaise en Turquie. On va lui dire, mais pourquoi t'es allé te foutre dans cette merde? Pour rien. Pour rien.
Donc c'est assez risqué son pari. Soit il réussit et il rend les terres aux Syriens, il gratte rien. C'est juste merci, sympa. Soit il se foire et il perd tout. Bizarre. Là encore une fois, on peut faire appel à la théorie des jeux pour voir que pour un stratège, c'est assez bizarre quand même son comportement. Il partit en guerre pour détrôner Assad et ouais, pour participer à la création d'un grand califat sunnite en fragmentant la région pour le compte d'autres. Encore un musulman qui joue la partition des gens qui veulent tuer les musulmans. Je suis désolé, hein, ils sont tous musulmans dans le coin, mais ils s'entretuent tous pour qui? Pour les USA. Jusqu'à preuve du contraire, les USA, ils sont pas pro-islam. Erdogan, donc, il endosse le rôle du fils de pute. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est vrai. L'Union européenne et les Américains l'ont aussitôt lâché dès qu'on a su, dès que Poutine a révélé, a mis la lumière sur cette fumisterie qu'est Daesh, en montrant que c'est les Turcs qui techniquement soutenaient Daesh, d'ailleurs pour le compte d'autres. Tout le monde l'a laissé tomber. Ça, c'est bien l'hypocrisie. Il faut aussi vous dire que quand ces pays interviennent, ils n'interviennent pas directement. C'est toujours indirect pour pas laisser de traces. Comme ça, après, ils pourront continuer à nier. Hein, bon, à part deux, trois trucs qui ont été étouffés, comme la capture d'officiers de la DGSE française, il n'y a pas de lien quasiment. Tout se fait oralement. Tout, je veux dire, on est dans un autre monde, tout se fait oralement et on passe par Z, on passe par un Bulgare qui connaît un Algérois, qui connaît un Tchétchène, qui passe par lui, qui va là-bas, qui tourne à droite et patati patata pour faire ses trucs. Donc c'est toujours pareil dans le monde du renseignement, vous ne vous attendez pas à des dossiers, à des preuves. Enfin, des preuves, c'est des quasi-preuves, je veux dire. Mais faut pas s'attendre à un dossier où le mec il est pris la main dans le sac. Ah, je reconnais, oui, pardon, excusez-moi. Voilà, comme ça ils passent de pays en pays, les Américains. Voilà. D'ailleurs, regardez les barbus, là, Al-Nosra et compagnie, ils ont été recyclés par les Turcs. Il y a l'armée turque, mais ils ont mis d'abord 20 000 ou 25 000 type d'une soi-disant ASL qui n'est plus une ASL, c'est des milices pro-turkmènes, c'est des groupes de barbus qui ont été recyclés, c'est des anciens de Daesh. D'ailleurs, on vient de voir le HTS, le groupe qui était anciennement Al-Nosra, qui vient d'attaquer les Kurdes. Les Turcs l'ont laissé passer, ils les ont laissés aller attaquer pour eux. Voilà, donc on voit bien qui est derrière qui, je veux dire, tout le monde le sait maintenant. Bref, politique complexe hein, de sa part, puisque voilà, pillage de la Syrie, instrumentalisation de Daesh. Maintenant, il fait des affaires avec la Russie pour ce fameux oléoduc, le deuxième oléoduc qui part de Bakou, qui passe par Tbilissi, Erzurum, et qui sera raccordé à South Stream. Parce que les Russes, alors les Chinois développent deux routes de la soie sur Terre pour pas subir d'embargo, et les Russes, eux, veulent vendre un maximum leurs ressources premières qui est le gaz, et pour ça, ils construisent des oléoducs qui contournent notamment certains pays à problème comme l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine fait partie de ceux qui ont été manipulés par les USA. On a vu ce qu'ont donné ces pseudo-gouvernements, même les Ukrainiens n'en veulent pas. On a vu que c'est la crise, que c'est de pire en pire. Et puis, bon, ils ont perdu un sixième de leur territoire, enfin un sixième ou un dixième de leur territoire. Est-ce que les Américains se battent pour eux? Est-ce que les Américains sont allés se battre pour les Géorgiens qu'ils ont mis en avant? Non, bon, ben voilà, c'est toujours la même chose. Le problème de la Turquie, c'est que c'est un monde entre plusieurs passerelles, entre l'Union européenne et la Russie, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, les pays méditerranéens, donc la Russie, enfin voilà, c'est vraiment un pays central qui protège et qui garde les détroits, Dardanelles, Bosphore, donc l'accès à la mer Noire, qui donne aussi donc l'accès aux mers chaudes, et toute la politique russe a été d'accéder aux mers chaudes, et ils commencent d'ailleurs à y accéder, puisqu'ils ont deux bases en Syrie, et que maintenant, comme ils sont potes avec les Turcs, ils vont pouvoir passer le détroit du Bosphore tranquillement. Alors tu as certains traités qui leur imposent des trucs comme vous ne devez pas avoir plus de trois sous-marins là, ou... enfin voilà, c'est des traités militaires, mais ils vont les contourner tranquillement, ils vont se faire une flotte méditerranéenne tranquille. Donc ils ont l'accès aux mers chaudes, même si cet accès est encore fragile. Euh, voilà. Ah ouais, j'avais oublié comme voisin brouillé avec Erdogan, l'Arménie aussi. Ils ont des raisons, eux. Voilà, donc la Turquie est un pays trop important pour l'OTAN, pour que l'OTAN le laisse tomber. Les Européens sont obligés de fermer leur gueule et en même temps, ils font chez l'OTAN, en étant avec les Russes. Donc on ne sait plus trop où ils sont. Et bon, pour l'instant, ils y gagnent, mais ils peuvent être le dindon de la farce si Erdogan met un pied à terre, met un genou à terre. Parce qu'il a créé trop de ressentiments. Euh, c'est un pays important parce que pour les raisons que je viens de vous citer, parce que c'est la deuxième plus grosse armée de l'OTAN, parce qu'il y a deux bases aériennes à une Cyrillique et je ne sais où
en Turquie, des bases américaines, parce que la deuxième station d'écoute la plus importante, je crois, de la NSA, elle est à Gaziantep, ben, là-bas. Il y a tout un tas de choses. Ils ont un marché intérieur, c'est un vrai pays structuré. Puis aux USA, il y a notamment le Pentagone, ils sont pro-Erdogan, ils s'en cachent à peine. Et pour eux, il vaut mieux Erdogan que trois hameaux kurdes. Mais bon, comme aux États-Unis, on va le voir, il n'y a pas un centre de décision de plusieurs qui se neutralisent. Hein, d'ailleurs, encore une fois, c'est hallucinant. Voilà. Pour finir sur la Turquie, il y a 15 millions de Kurdes en Turquie sur 30 millions. Les Turcs travaillent bien avec certains Kurdes, notamment les Kurdes irakiens. Ils ont construit des aéroports là-bas. Malheureusement, pour ce qui se passe en Anatolie, la guerre a repris. Hein. Erdogan, on voit clairement qu'il ne veut pas la paix avec les Kurdes. Il ne veut pas leur laisser une seule concession parce que c'est la mort de la Turquie à moyen terme, selon eux. Moi, je ne sais pas. Donc c'est chaud, mais bon, encore une fois, Erdogan, voilà, tu as voulu faire le malin, tu t'es retrouvé avec le problème turc à ta porte. Donc t'es pas stratège, c'est un faux stratège, excusez-moi, mais c'est tout, ça fait un stratège. Je dirais plutôt que c'est un impulsif. Un, un type qui. C'est pas un joueur d'échecs, Erdogan. Le joueur d'échecs, c'est Bachar al-Assad et Poutine, là. Ça, eux, ils jouent aux échecs. Les Iraniens jouent aux échecs. Les Américains jouent au poker. Les Turcs jouent à la bagarre. Et les Kurdes, ils ont acheté un goal à 1 euro. Et ils espèrent tout gagner au grattage. Donc de bol, voilà. On en est là, quoi. Alors attends, est-ce que j'ai oublié personne? La Russie. Alors la Russie, voilà, grand joueur d'échecs. Ils ont les moyens de sortir les Kurdes, ils ont les moyens de bloquer tout le monde. Je pense pas que les Américains les effraient pas que ça. Je veux dire, les Russes, c'est pas des peureux, on le sait. Euh, Ils ont peur de personne. Ce qu'il y a, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle le business power, entre soft power et je te montre mon épée, pour convaincre les gens en leur proposant, ils savent que c'est Moyen-Orient, qu'il y a des histoires de fierté d'honneur, qu'il faut proposer des portes de sortie. Eh bien, ils ont réussi à neutraliser les Saoudiens en leur proposant des affaires, des business. Les Saoudiens achètent même des S-400, comme les Turcs avant eux, des S-400 russes. Pourquoi on achète des S-400 russes? Quand on est un pays de l'OTAN, comme par exemple la Turquie, ben, si les Américains t'attaquent, tu as les S-400, et si les Russes t'attaquent, tu as les Patriotes, voilà, tout simplement. L'Arabie Saoudite fait la même chose, ça démontre qu'ils ne font pas confiance en Trump. De toute façon, Trump, la Russie, elle a réussi à unifier sur la question, en tout cas sur la question, la Turquie, la Syrie, l'Iran, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Liban. T'imagines, hein? Le gars, il a réunifié tous ces pays autour d'un objectif, la paix dans le coin, parce qu'on est tous perdants. Ça, c'est balèze. D'ailleurs, Gog est décrit comme cela, comme formant une coalition hétéroclite qui, au début, gagnera tout et à la fin, ils finiront par se bouffer la gueule entre eux. À quelques mots près, je crois que c'est ça l'histoire. Voilà. Mais voilà, il va voir les Qataris, il leur dit arrêtez de foutre le bordel là-bas, je sais que vous foutez le bordel, on arrête, on fait des affaires entre nous, je t'offre une méga porte de sortie, il y a un palace, une porte de palace. Tu m'étonnes que tout le monde a accepté, surtout que les Qataris se sont vus lâchés par les Américains. Tiens, encore, les Saoudiens, bah, ils payent, donc pour l'instant ils ne seront pas lâchés. Ils les ont montés les uns contre les autres. Ils se sont dit, attends, hein, les Américains commencent à me faire chier. Il faut savoir qu'au Qatar, le père a été déposé, le père Al-Thani a été déposé sur un coup de fil. Hein. Enfin, je ne sais plus quel secrétaire d'État américain qui a appelé en disant, le président ne veut plus de vous. Le président Obama, je crois que c'était Obama hein, au début, ne veut plus de vous. Donc il a installé son fils pour vous montrer à quel point le Qatar, les Saoudiens, ils sont, c'était des laquais. Donc Poutine, homme de paix, qui vise un quatrième mandat à l'heure où je vous parle, puisqu'il y a des élections en Russie, puis je pense qu'il sera élu haut la main. Là encore une fois, tous les trous du cul qui disent que c'est un dictateur, vous êtes cons. Il est aimé par son peuple, il est élu à plus de 60% à chaque fois, et toi tu vas aller me chercher trois connasses moscovites là, qui veulent du maquillage américain, qui sont prêts à vendre le pays. Vous osez me dire que Poutine a pris le pays, il l'a donné à ses amis, alors quand il est arrivé, ce pays était dépecé par des oligarques. Putain, mais l'art de mentir et de raconter, d'inverser tout ce qui se passe. Poutine, c'est comme un demi-mêlée au rugby qui a remis dans le sens de la marche son équipe. Certes, c'est un autocrate, c'est-à-dire que tu fais pas le malin là-bas, il y a des choses, c'est clairement réparti, mais comme, ne me dites pas que c'est pas, c'est une dictature. Après, est-ce que c'est une démocratie ou pas? Est-ce qu'on est en démocratie, nous? Est-ce que le pouvoir populaire peut s'exercer? Un traité de Lisbonne, par exemple. Un exemple, hein. Voilà. Ou fabriquer du consentement, ou mentir pour engager des troupes ailleurs. C'est ça la démocratie. Alors arrêtez de me prendre pour des cons, d'autant que vous êtes en train d'affamer tous vos pays
tous les pays européens se font affamer, se font détruire leur industrie pour faire plaisir aux Américains et pour soi-disant emmerder les Russes. Les Russes, l'embargo, ça les fait rire, hein. Qui c'est qui a subi l'embargo? Les patrons allemands pleurent là en demandant à Merkel, c'est bon, on en a marre de l'embargo. Je crois que plus personne n'en veut. En France, ça rue dans les brancards. Parce que les agriculteurs. Il a fallu, alors je vais vous donner un petit scoop. Je crois que c'est des Turcs qui ont acheté. Il y a des Turcs. On a sollicité des pays pour acheter ce que les Russes achetaient avant. Aux éleveurs, tout ça. Voilà, le bœuf, il me semble que c'est les Turcs qui achètent du bœuf. Le bœuf que n'achetaient pas les Russes. Les Russes, ils se sont retournés vers les locaux, hein. Tu sais, les Russes, ils peuvent acheter aux Arabes, ils peuvent acheter en production intérieure qui est montée, ils peuvent acheter à côté, en Biélorussie, ils peuvent acheter aux Chinois, ils peuvent acheter à tout le monde. Quand on me dit qu'ils ont isolé la Russie n'a jamais été entourée. Maintenant, ils ont deux bases en Syrie, ils ont accès aux mers chaudes. Ils ont restauré leur potentiel militaire. Et puis là, ce qu'ils ont fait en Syrie depuis le départ, ils ont exposé leurs jouets qui sont tout aussi efficaces que les jouets américains, puisque jusque-là, on pensait qu'ils ne pouvaient même pas avoir de missiles de croisière. Ben, ils t'ont montré, ils ont sorti le calibre, ils l'ont posé le calibre. Tu l'as vu le calibre passer. Et puis c'était des petites corvettes qui lançaient des calibres, alors que les Américains ne peuvent pas le faire. Ça, pour qui connaît la chose militaire, encore une fois, il te faut un destroyer d'une certaine taille pour pouvoir lancer un engin comme un missile de croisière. Ben, eux, c'était des bateaux très petits en mer Caspienne qui balançaient ça. Ils ont démontré l'étendue de leur savoir-faire, leur puissance, la qualité de leurs joujoux, d'ailleurs, qui se sont bien vendus et qui se vendent bien. Tout le monde veut de l'armement russe maintenant. Avant, l'armement russe était sophistiqué, non pas sophistiqué, mais tenait bien et puis était efficace, hein, c'était du rude, comparé à l'armement américain. Maintenant, l'armement russe est tout aussi sophistiqué que l'armement américain. Voilà. Donc voilà, donc il laisse faire la Turquie, il récupère tout le monde, voilà, et je pense avoir tout dit. Et avant de finir, bah, le fouteur de merde, c'est-à-dire l'État caïnite, le problème numéro un dans le monde depuis qu'ils existent, hein, les caïnites, les jaloux, brutaux, qui agressent leurs voisins pour les voler, les USA, alors. euh, Quand est-ce que vous allez arrêter de défendre Trump, putain de merde, ce mec-là, même en Europe, même les plus gros larmins comme Hollande, ils commençaient à se dire, putain, mais ce mec-là, il m'emmerde. Trump. Alors aux USA, je le répète encore une fois, il n'y a pas un centre de décision, il y en a plusieurs. Le Pentagone, la CIA, les lobbies de l'armement, certains lobbies de tout genre, de tout genre, de tout genre. Euh, comment on appelle ça? Le Congrès, la présidence. En gros, Trump, bah, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui dit aux USA, il y a plusieurs centres de décision qui s'annulent. Donc on ne peut discuter avec personne. Dès que vous faites un accord avec le président, le lendemain, la CIA le trahit. Comment on fait? On l'a vu là d'ailleurs. Tu as le général Votel, qui est le porte-parole de la coalition, qui t'annonce au mois d'octobre qu'il compte organiser un État tampon, qui compte créer un État tampon entre la Turquie et la Syrie. Cet État sera peuplé avec une armée de 30 000 hommes qui gardera les frontières. Et tout de suite après, tu as Tillerson qui arrive là depuis quelques jours. Non, non, on n'a pas dit ça, c'est pas vrai. Non, les Turcs n'intervenaient pas. On voit bien que c'est tout et son contraire. On l'a vu sous Obama. Donc, je sais pas, c'est soit tu contrôles et tu diriges ton pays, soit tu démissionnes, ou soit tu filmes De Gaulle. Parce qu'on a déjà vu ce cas de figure. De Gaulle s'est appuyé sur le peuple. Toi, ta politique étrangère, tu as menti à tout le monde, tu as trahi tout le monde. D'ailleurs, tu es en train de prendre une fessée. Même tes alliés européens en ont marre. Parce que depuis que tu es là, Trump, c'est une girouette. Un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. Un jour, il dit on va laisser Bachar al-Assad, le lendemain, on va l'enlever. Voilà. Et puis tes clashs avec le gros Kim Jong-un, on a bien vu que c'est bidon. Enfin bref. Donc la seule victoire des USA, c'est de foutre le bordel partout, le chaos. Alors eschatologiquement, par contre, ils ont gagné. Et en Irak, ils sont partis la queue entre les jambes, mais je peux vous dire qu'il y a eu plus de 15 000 morts. Ça, ils ne vous le diront jamais. Preuve à l'appui. Hein. En Afghanistan, une bande de montagnards courageux est en train de les dérouiller. Ils sont cachés dans leur base. Hein. Il faut savoir quand ils se déplacent en avion ou en machin, quelle bande de flippettes. En Libye, bon bah, le fils Kadhafi va revenir. Partout où ils vont, ils foutent le bordel, mais il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a toujours des groupes terroristes qui apparaissent avant, souvent, pour leur donner le prétexte pour venir. Alors, qui dirige, on ne sait pas. Par contre, ils ont un... Mais on a l'impression que Trump, de toute façon, en politique étrangère, c'est l'américain de base, quoi. Il est un peu con, il est un peu... C'est soit j'y vais en force, soit comment je fais. Ouais, on sent que le gars, c'est la brute, quoi. C'est moi, voir moi casser, sinon... Qu'on arrête avec Thierry Messant, là, ces trucs bidons, là, Thierry Messant, moi j'aime bien ce qu'il fait, mais bon, Thierry Messant, ça commence à me plaire un peu, là. Depuis un certain temps, on se demande pour qui il travaille.
si ce qu'il raconte a une valeur, quoi, parce que c'est bon, quoi, il y a toujours justifié, oui, mais Trump, il est tellement fort qu'il a fait, ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Trump, il n'a rien fait du tout, c'est un autre visage du système, c'est tout. Et il a dû lâcher sur tout un tas de dossiers pour rester sur sa ligne de politique intérieure. Mais tu sais, la politique intérieure, s'il ramène des usines de l'étranger et s'il fait bosser des Américains, ça ne dérange pas trop le système, hein. Non, eux, ce qui les dérange, c'est la politique étrangère, la domination sur le monde, et ce qu'ils ont fait, leurs méfaits, qu'il faut continuer à entretenir, voire à créer de nouveaux méfaits. Voilà, c'est pour ça que Trump, excusez-moi, vous le défendez, alors que là où le plus important, il l'a lâché. Donc, il est en train de perdre sa partie d'échecs, il risque de perdre la Turquie, il perd ses employés, il a perdu l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, hein, parce que Poutine a retourné Erdogan et l'utilise pour contrer les USA dans le nord. Il vient de voir une frontière de l'OTAN reculer, hein, la frontière turque, puisque la Turquie, maintenant, même s'ils sont de l'OTAN, on peut dire qu'ils sont plus ou moins proches des Russes, et donc que la frontière démarre plutôt plus bas, ça serait Israël, ouais. La frontière de l'OTAN, et encore que Israël n'est pas dans l'OTAN, et elle travaille pour ses intérêts uniquement. Voilà. Ils veulent, bah alors, les USA, on a parlé de l'illégalité, ils veulent faire tomber Assad, ils décident de qui fait quoi. Où est le droit international? Ça commence à m'agacer. Qu'on ne parle pas de droit international, on a affaire à des brigands qui cèdent de lâches, de traîtres, de fous, pour attaquer qui ils ont envie sur Terre. Et personne n'a la rescousse de ces pays-là. Bon, la politique girouette, pas un centre de décision. Tentative d'un. Alors voilà, ils ont tout essayé. Ils ont essayé le sud syrien, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de former des gens. À peine les gars sont arrivés, ils ont donné leurs armes aux copains. Et ils ont essayé de s'appuyer sur X, sur Y. Enfin, ils ont essayé de s'appuyer sur tout le monde là-bas. Aujourd'hui, ils s'appuient sur les Kurdes et ils sont en train de les lâcher. L'objectif pour eux, c'est de rester là-bas. Et ils le disent, c'est pour faire tomber Bachar al-Assad. De quel droit? Pour contrer les Irakiens, les Iraniens. Mais t'es qui? Je veux dire, tu fais quoi là-bas? Les Iraniens, ils sont au Mexique, non? Bon, ben alors. En plus, les Iraniens. Les Américains, ils ont perdu la guerre en Irak, ils ont perdu pas. Et eux, ils ont perdu la guerre en Irak, ils l'ont offerte sur un plateau aux Iraniens, l'Irak. Alors stratégiquement, elle est perdue la guerre. Peut-être que tactiquement, mais ils ont pris le pays, encore que. Ils ont bien morflé quand même, ils ne le tenaient pas le pays. Et stratégiquement, sur un plan plus global, ils l'ont offert à l'Iran, ils l'ont offert aux chiites. Tout ce qui touche, eux, c'est merdas, c'est le roi merdas. Tout ce qui se touche, ils le transforment en merde. Ah, c'est le pompier pyromane, quoi. Voilà, je cherchais le mot du gars, il s'appelle Gurk. Avec Negroponte et le colonel Steele. Le gars, il a participé au gouvernement Mouche. Il a formé l'EI en Irak. Ah, il a participé à la formation de l'EI. Pas tout seul avec ses petits bras et son petit carnet, hein. Voilà, mais on parle des gens qui géraient en haut. Negroponte, le colonel Steele, Gurk. Ensuite, il a supervisé. Il était avec John Kerry pour transformer l'EI. Bah ouais, normal, c'est lui qui connaît le dossier. Pour transformer l'EI en Daesh. Et ensuite, il a formé la coalition internationale. En tout cas, il a participé à la formation de la coalition internationale pour lutter contre Daesh. Toujours pareil, il connaît le dossier. On appelle ça comment? Un pompier pyromane. Le gars qui crée la merde et après il vient former les volontaires pour. Voilà. Il faut savoir que la plupart des djihadistes ont été recyclés soit en groupe, soit ils nous les ressortiront à un moment donné, ces djihadistes. Hein, s'il y a des émeutes en Europe, si c'est l'islam contre, enfin un certain islam contre la chrétienté, on va les voir réapparaître. Comme on les a vus. Venez pas me raconter Bachar el-Assad, vos trucs de l'OTAN, hein, parce que moi, je les ai vus se créer bien avant Al-Qaïda, Daesh, tout ça. Je les ai vus se créer quand? Je les ai vus se créer pendant la guerre en Bosnie, quand l'Arabie Saoudite déjà, et ça c'est la première fois où ça a aussi bien marché, a envoyé la Légion islamique, la financer, la payer. Maintenant on sait qui était à l'intérieur de la Légion islamique. Pendant que la presse nous présentait les méchants Serbes qui bouffaient des enfants. Et au final on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de pipeaux, que même s'il y a eu des saloperies des deux côtés, au final, on s'est aperçu qu'on s'est fait enfler, quoi. Ben, c'était là, hein, où ils ont commencé bah, on peut remonter à la guerre d'Afghanistan, mais bon, ils sont un peu vieux, hein, ceux qui ont fait l'Afghanistan. Mais ceux dans les années 90 qui ont fait la Bosnie, les services turcs aussi sont intervenus pas mal là-bas, ben, c'était déjà une première répétition de cette création de groupes terroristes ou hybrides qui interviennent quand on en a envie, qui font la guerre pour nous. Puisqu'on ne peut pas intervenir officiellement, même si les USA ne se gênent pas pour détruire des avions syriens sur le sol syrien et leur interdire des zones. Voilà, donc après, je me suis interrogé sur la mobilisation. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? J'ai plus ou moins cité tout le monde, hein, voilà. Les Russes, alors les Russes, c'est simple, hein, voilà. Ils ont discuté avec les Kurdes, ils les ont vus hyper intransigeants. Non, on veut ci, on veut ça. Ils leur ont dit, ok, bon, les Turcs, vous rentrez. Voilà. Les Turcs, on va parler du terrain, hein.
Voilà. Donc ça a démarré, en vérité, dès le 19. Alors, les Turcs ont envoyé le numéro 2 du MIT à Moscou le 18 pour prévenir. Ils ont envoyé un courrier aux Syriens pour prévenir. Les Russes leur ont dit, faites ce que vous voulez, c'est open bar, parce que les Kurdes, là, ils s'enflamment trop, ils se la sentent trop, il va falloir les calmer, il va falloir les remettre dans l'axe. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais pas loin. Bref. Dès le 19, ça balançait des pélos. Préparation d'artillerie. Le 21, entrée des troupes officiellement. Voilà. Mais bon, tout le monde dit ça a démarré le 20. On va partir du 20. 25 000 types de l'ALS, des Turkmènes essentiellement, des barbus de Daesh et d'autres groupes, plus l'armée turque. Aviation, artillerie lourde, concentration de troupes, troupes spéciales déjà en action, chars, etc., etc., la totale, quoi. On a déjà la mort d'un chef pro-turc, du milice pro-turc, le Faylak H-Sham. C'est un groupe de barbus, c'est des noms comme ça, c'est des barbus. Voilà. Mais pour l'instant, ça se cantonne à des endroits bien précis et il n'y a pas de percée. Parce que les Kurdes ont réussi à faire ramener des troupes. Bachar al-Assad a laissé passer des troupes kurdes. Vous allez me dire bizarre, ben non, ils jouent des deux côtés. Il a raison d'ailleurs. Donc ça, lui, ils sont rentrés, mais bon, vous avez vu, je vous ai aidé quand même. Et oui, lui il veut récupérer ses territoires. Les types, alors c'est un terrain montagneux, Afrin, tout ça, donc propice à la défense, ben, les types savent aussi se fortifier, se défendre. Ils ripostent avec des roquettes et de l'artillerie légère, les Kurdes. Ils font des morts. Des deux côtés, il y a des morts, hein. Bon, après, c'est chacun a son petit tableau de résultats. Alors d'un côté on t'annonce 13 morts pour eux, 50 morts de l'autre côté on t'annonce 2 morts. Enfin bref, je ne tiens pas compte encore des morts et des blessés là, parce qu'on est encore trop au cœur de l'action. Et puis bon, c'est de bonne guerre, je veux dire, on n'a jamais vu une armée donner la réalité de ses pertes, quoi. Bombardement, prise de collines, perte de collines, etc., etc. Alors, ça se passe surtout autour des villages frontaliers. Alors, ils avancent, mais lentement, les Turcs. C'est pour ça que c'est pas fait, hein. C'est un pari risqué, hein, parce qu'on a déjà vu à Elbeb et à Jarablus que l'armée turque a eu des problèmes de coordination. Euh, Sauf que là, c'est pas pareil, parce que là, les Kurdes sont seuls, hein. Il y a eu des. Alors attendez, je vous dis pas. Le plus gros de la bataille n'a pas eu lieu. Alors les Russes, quand ils ont vu ça, ils ont évacué leurs troupes. 150 hommes qui étaient là-bas, parce que c'était une ancienne zone d'escalade, de désescalade. Ils les ont envoyés pas loin d'Idleb. Et ils ont fait venir 160 hommes, donc ils sont à peu près 300 hommes, pas loin d'Idleb. Je pense qu'ils sont en train de superviser la reprise de la province d'Idleb par l'armée syrienne libre. Et en contrepartie, ils ferment les yeux sur les Turcs. Et je pense qu'ils ont dû leur dire, voilà, on vous donne 1 mois ou 2 mois. Et après, on commencera à gueuler. Voilà, en général, c'est ce qu'ils font, hein. C'est, tu nous dis rien, ouais, ok, tu peux y aller, on dit rien. Et puis après, petit à petit, diplomatiquement, on montera crescendo. Et puis au bout d'un moment, on sera dur avec toi, hein. Voilà, 2 mois. T'as le temps en 2 mois de faire tout ça. L'autre a dû leur dire oui. Voilà, il n'a pas intérêt à se planter, Erdogan, parce qu'il peut se retrouver. Si les Kurdes tiennent suffisamment, Erdogan, excusez-moi l'expression, tu l'as dans l'os, Carlos. Ouais, ah ouais, ah ouais. Après, ça change la mayonnaise. C'est pour ça que moi j'attends de voir venir. Le 25-01, Tahrir al-Sham, c'est les anciens Nostra, intervient pour le compte de la Turquie, sans que l'armée turque fasse quoi que ce soit. Ils les ont laissés passer, ils sont allés se battre, hein. Donc les masques tombent une nouvelle fois, mais il ne faut pas que ça s'arrête à la Turquie seulement. Parce qu'il n'y a pas qu'Erdogan, bref. Que dit la presse, silence radio? Parce que ça, vous ne le trouverez pas dans la presse classique. Il paraît que les Kurdes, les autorités politiques kurdes ont demandé à ce que l'AS, l'armée syrienne, la vraie armée syrienne, vienne défendre Afrin. Ils leur ont dit, mais attendez, vous ne voulez pas nous rendre ces terres? Vous êtes mis sous la protection américaine et maintenant vous voulez que nous venons défendre ces terres? Non, mais vous rêvez, vous démerdez avec les Turcs. Et ouais, il les a mis devant leur responsabilité. Voilà, la milice Fatimion, donc dès que j'en saurai plus, je vous dirai. Voilà, c'est marrant là-bas, on a le good cop et le bad cop avec les USA et l'URSS. Et là, sur cette tranche de guerre bien précise, on a Bachar al-Assad qui joue le bon flic, qui laisse passer les troupes kurdes. Voilà, face au méchant Erdogan. Ouais, une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais préciser pour finir? Je viens de voir un larbinage. Macron, il était désemparé. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas? Et comme aux USA, ça hésitait, il savait plus. Alors il a fait un premier discours, et dès qu'il a entendu Trump péter, il s'est mis au diapason. Voilà. Et ça montre bien, encore une fois, qu'on est devenu des larbins des Américains.
et pas des meilleurs Américains. Voilà, c'est pitoyable, quoi. Voilà, donc après, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Combat Ras Al Ain, à Sakié, dans les banlieues, à Jean Dires. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore ça. Je pense que dans les jours qui viendront, on aura un peu plus de détails, puis on verra une tendance se dégager. Voilà, les Turcs ont de l'aviation. euh, Ça peut faire la différence, l'aviation. Voilà. Sinon, sur le terrain, s'il n'y avait pas l'aviation, bonne chance. Voilà, donc j'ai essayé de vous dresser un tableau le plus complet possible. Ça a pris 1 heure, mais je voulais vous faire une vidéo digne de ce nom. J'ai un peu travaillé dessus. Je vous en ferai pas tous les jours ce genre de vidéo parce qu'il faut des faits, mais sachez que moi je suis en veille, en tout cas sur ce qui se passe là-bas. J'ai différentes sources intéressantes, hein, pas forcément des sources cachées, mais enfin des sources, voilà, c'est des sources qui ne sont pas grand public et qui me permettent d'avoir, pas en temps réel, mais presque, d'avoir un petit peu une vision de ce qui se passe. Voilà, donc je vous remercie. Poussez-moi en haut pour que cette vidéo-là apparaisse. Laissez-moi vos commentaires. Un jour ou l'autre, je finirai par vous répondre. Non, mais j'ai du retard. Et puis, normalement, donc là, la vidéo sur la gnose numéro 3, allez, 2 jours. Et ensuite, il y aura vraiment Dark City. Et puis voilà. Donc, et puis on continue un petit peu sur ce rythme, c'est-à-dire pas forcément un rythme soutenu, mais essayer de faire des vidéos longues et de qualité. Je vous remercie à toutes et à tous. Commentaires préapprouvés. Blablabla. Hasta la vista.